Fake News de Libération, les décodeurs du Monde, l'AFP Factuel. Ils sont des dizaines et des dizaines à défendre le politiquement correct au sein d'entités gavées d'argent public, de votre argent. Et nous, sur Immédiat, nous sommes une toute petite équipe pour démonter les mensonges du système. Nous avons besoin de vous. Aidez TV Liberté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Nicolas. 20 Omar de Rugy se fait pincer. Lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale, François de Rugy a organisé plusieurs dîners luxueux avec des personnalités, des amis, mais aussi des journalistes. Macron en guerre contre la liberté d'expression. La loi Avia contre la prétendue haine sur Internet a été votée. Pour certains observateurs internationaux, cette loi est très inquiétante. Taha Bouafs, journaliste ou militant anti-français. Connu pour avoir participé à la découverte de l'affaire Benalla, Taha Bouafs semble avant tout être un militant politique très fier de ses origines algériennes. Et vous retrouverez le zapping et les tweets. C'est la polémique politico-médiatique du moment. Lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale, François de Rugy et sa femme ont organisé plusieurs dîners luxueux avec des personnalités et des amis et même des journalistes. La vie de château sur fond public des époux Rugy. Vous avez tout dans le titre. Ils auraient multiplié les grands dîners privés à l'époque où François de Rugy était président de l'Assemblée nationale. Ça se passait ici, dans les somptueux salons de l'hôtel de la C, Grand Cru, Homard, porcelaine fine. Pour des amis, le ministre assume et répond ce matin qu'il n'a absolument rien à se reprocher. Alors Jean-Yves, ces images, est-ce qu'elles vous choquent ? Bon, elles me paraissent assez banales. L'hôtel de la C est connu depuis des lustres pour être le palais le plus agréable de la République, où il y a les meilleurs repas et surtout les meilleurs vins, puisque Chaban-Delmas, maire de Bordeaux, a été président de l'Assemblée nationale pendant 10 ans et il a acheté à l'époque, et la tradition s'est maintenue, les grands crus de Bordeaux, qui se trouvent évidemment dans les caves et qu'on vide à l'occasion. De même, le reportage dit que les repas étaient servis dans de la porcelaine fine. Bah oui, c'est du mobilier national, on va pas aller acheter des assiettes en carton, et je pense que si le président de l'Assemblée nationale demandait à son personnel d'aller acheter des cubis de rosé de base, ça marcherait pas non plus. Donc c'est un peu, je trouve que c'est beaucoup de bruit quand même pour rien. Alors, c'est vrai que ça peut choquer dans la mesure où les gens qui profitent de cela, comme de Rugy, passent leur temps à donner des leçons de morale aux autres par ailleurs. Voilà. Ouais. C'est là un petit peu la contradiction. Ils rentrent dans des meubles particulièrement confortables. C'est plus confortable que d'être ministre, d'être président de l'Assemblée nationale. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a dit à M. de Rugy de céder sa place le moment venu à c'est M. pas lui qui l'a fait lui-même, voilà. Ça c'est sûr. Voilà, c'est plutôt... je trouve que c'est quand même beaucoup de bruit pour quelque chose qui existe depuis encore une fois, des lustres et des lustres. Et sous tous les gouvernements. Ce qui gênait, ce qu'a révélé Mediapart, c'est qu'il n'y avait pas que des dîners d'affaires, mais aussi des dîners entre amis. Et là, ça peut être plus gênant, mais il n'y avait pas seulement des amis, il y avait donc des journalistes également. Des journalistes amis. Peut-être. Voilà, des journalistes amis, bien sûr. Alors, il y avait notamment des journalistes de gala, comme nous a appris Mediapart, qui a révélé l'affaire, mais aussi un certain Jean-Michel Apathy, qui s'est donc expliqué et qui a donc reconnu avoir fait une erreur dans le Huffington Post qui relève les propos de Mediapart. C'est une invitation qui m'est parvenue par ma femme. J'ai hésité à y aller parce que le dîner est un espace ambigu, indique Jean-Michel Apathy, dont la femme est une amie de l'épouse de François de Rugy. J'ai vite compris que cela n'avait pas beaucoup de sens d'être là. Ce n'est pas un dîner de travail, affirme l'éditorialiste. Et bien sur Twitter, donc, Jean-Michel Apathy ne s'est pas défilé, reconnaissant avoir fait une erreur. J'ai toujours refusé les dîners dans ma vie professionnelle. J'ai rompu la règle ce soir-là. Je n'aurais pas dû, ou encore, je refuse systématiquement les dîners. J'en ai refusé beaucoup. Celui-là, je l'ai accepté. Je n'ai pas eu raison. Donc Jean-Yves, on voit que Jean-Michel Apathy fait amende honorable sur sa présence à ce dîner. Oui, alors ce qui est vrai, c'est que ces dîners, ils montrent
extrême interconnexion entre la classe politique et la classe médiatique. Hein. Amis, en tout cas, parce que nous, on n'était pas invités. Amis, oui, amis, parce que Élise Blaise n'était pas invitée, oui, voilà. vous n'étiez pas invités. Bon, mais entre eux, ils s'invitent, ils déjeunent ensemble, ils dînent ensemble, en fait. Ils déjeunent ensemble, ça on le savait, ils dînent ensemble, parfois même davantage, hein, s'il y a affinité. Il y a vraiment un très grand mélange entre la classe politique et la classe médiatique. Donc là encore, c'est vraiment un faux scoop, quoi. Voilà, que Rugy reçoit à l'Assemblée nationale quand il en était le président et qui reçoivent des amis journalistes ou des amis journalistes de sa femme, qui elle-même invite des amis, tout ça est d'une banalité, c'est très banal. C'est vrai que de toute façon, la frontière entre personnalité publique ou médiatique et amis est parfois un peu floue. Autre journaliste à s'être rendu à ce dîner, Serge Raffi, éditorialiste à l'Obs. Il l'a reconnu dans l'émission de David Pujadas sur LCI. Et moi, je vous fais une révélation, j'ai participé à un de ces dîners, donc pendant la période où François de Rugy était président de l'Assemblée nationale. Comme il y en a eu des tas d'autres avant avec tous les autres présidents de l'Assemblée nationale, j'ai pas l'impression d'avoir été à un dîner entre amis. Je ne suis pas un ami de François de Rugy. Il y avait simplement une opération de relations publiques politiques où il y avait un certain nombre de décideurs, etc., que je ne connaissais même pas. Une révélation qui n'a pas manqué d'énerver Yvan Rioufol. D'ailleurs, je me demande bien ce que vous venez faire dans ces dîners-là. Je ne suis pas sûr que ce soit la place d'un journaliste non plus. Comment ça? Oui, je ne suis pas sûr que ce soit la place d'un journaliste travailler, non plus. d'avoir des informations, auprès du président de l'Assemblée nationale. Donc c'est votre problème. Enfin bon, moi il me semble qu'on n'a pas à rentrer dans ce jeu-là. Toujours pour Yvan Rioufol chez Pujadas, de Rugy a évidemment eu tort. L'indécence qu'il y a à vouloir exiger des uns qu'ils fassent des économies un peu partout, et singulièrement des Français les plus pauvres, et que vous-même, quand vous êtes président de l'Assemblée nationale, vous croyez autorisé à ouvrir des grands crus. Moi, même chose pour l'argenterie de l'Élysée. Du homard à vos invités, donc, même s'ils ne sont pas des amis, même si ce sont des relations. Oui, la vraie question, c'est les leçons de morale données par des gens qui vivent quand même dans la soie. Pour le reste, honnêtement, je suis un peu surpris du propos de Rioufol, parce que ça m'étonnerait qu'en 30 ans de vie de journaliste politique, il n'ait jamais été invité à déjeuner, peut-être pas à dîner, à l'Assemblée nationale, à l'hôtel de la Sey. S'il a été invité à déjeuner, c'est sûrement pas de la bibine qu'on lui a servi à boire, parce qu'ils n'en ont pas. Alors, en tout cas, on a noté aussi que Serge Raffi parle d'une pratique qui a lieu depuis des années, donc c'est pas nouveau, effectivement. C'est une pratique qui remonte au début de la Troisième République et qui a subi une amplification lorsque Chaban-Delmas, maire de Bordeaux, était président de l'Assemblée nationale il y a maintenant plus de 50 ans. Et alors, de quelle manière François de Rugy réagit-il à cette pression médiatique contre lui ? Il a réagi, je crois qu'il a bien réagi de son point de vue, c'est-à-dire qu'il a assumé, il s'est pas excusé, et donc il attend que l'orage passe, ce qui est un peu la technique macronienne d'ailleurs, parce qu'il y a déjà eu des affaires, je pense, plus graves, hein, l'affaire Benalla est infiniment plus grave que cela, hein. On ne cède pas à la pression médiatique, c'est-à-dire qu'au fond, ce régime, il est dans la connivence avec les médias, et en même temps, comme dirait Macron, il ne cède pas à la pression médiatique. Ils ont compris comment fonctionnait Rugy va être soutenu, comme le cabinet du président a été soutenu dans l'affaire Benalla, comme d'autres ont été soutenus dans d'autres affaires. C'est aussi comme ça que Macron se protège. Parce que Macron, il sait tout ce qui pourrait lui être reproché. Et franchement, c'est autre chose qu'un dîner avec un homard et un grand cru. Et donc, il se protège en soutenant les autres quand ils sont attaqués. Je trouve que c'est une assez bonne leçon de politique. Face à une tempête médiatique, il faut rester debout. C'est valable pour tout le monde. C'est valable pour ce type d'affaires. C'est valable aussi pour des campagnes de diabolisation, par exemple. Ça, c'est une campagne de dénigrement. C'est pas une campagne de diabolisation. Mais c'est la même technique. Je pense que la bonne stratégie, c'est de résister. C'est pas de s'excuser. C'est celle qu'a adoptée de Rugy. On va voir ce qui suit, parce qu'il y aura c'est comme dans les séismes, hein, il y a des petites répliques. Mais surtout que là, il y a quelqu'un qui a l'air décidé à vouloir les faire chuter. Bon, alors, effectivement, la question, c'est de savoir qui veut faire chuter et pourquoi de Rugy. Parce que quand une affaire est montée comme cela, alors que la base de départ est quand même pas absolument bouleversifiante, c'est qu'il y a une vraie raison. Est-ce que c'est un règlement de compte personnel ? Est-ce que c'est
la volonté de mettre un coin, ça pourrait être la stratégie de Mediapart, qui est un journal quand même, un média plutôt d'extrême gauche, mettre un coin entre les écologistes et Macron, c'est possible, je ne sais pas. L'avenir. Mais il y a sûrement des arrière-pensées qui font que ça devient une affaire, puis c'est l'été. Donc ça distrait. Ça fait rêver, le homard, les grands crus, voilà, ça fait rêver. En tout cas, l'avenir nous dira si l'affaire s'amplifie. Passons au zapping. Une messe pour les migrants ce matin à Rome, comme il le fait depuis son élection au Vatican. Le pape François a de nouveau défendu l'accueil des candidats à l'exil. Il est notamment revenu sur le sort des 65 migrants de ce navire d'une ONG allemande arrivé hier soir à Malte. Le pape explique que la sécurité des migrants passe avant la sécurité nationale. C'est-à-dire qu'il dénie aux nations le droit de perdurer dans leur être, d'exister et d'avoir une personnalité propre, et donc d'essayer de continuer à vivre dans leur identité. Sur les 260 000 habitants que compte Mayotte, près de 48% selon des chiffres officiels seraient de nationalité étrangère. Une pression migratoire exceptionnelle que les Mahorais disent avoir de plus en plus de difficultés à supporter. Face à la colère des Mahorais, le droit du sol a été restreint à Mayotte. Désormais, les enfants de migrants nés sur l'île n'obtiennent plus automatiquement la nationalité française. Un régime d'exception dans notre pays. Non, mais attendez, la doctrine sociale de l'Église reconnaît l'existence des frontières et bénit les nations. Les nations, allez de par le monde et évangéliser les nations. Et de toutes les nations, faites des disciples. Ça veut dire que les nations ont le droit d'exister. À l'étranger, Donald Trump a fait annuler des directives mises en place par Obama. C'est ce qu'on appelle la discrimination positive. Pour comprendre le principe de la discrimination positive, voilà comment fonctionne un examen d'entrée en mathématiques à Harvard. Les Blancs n'ont ni bonus ni malus. Les Asiatiques qui, selon l'université, réussissent mieux en maths, partent avec un handicap de moins 140 points. Les Hispaniques, à l'inverse, avec un bonus de 130 points. Et les Afro-Américains avec un bonus de 310 points. Après le roi lion, Aladdin ou Dumbo, la petite sirène sera aussi adaptée en prise de vue réelle. Et on connaît donc ce matin le visage d'Ariel. Oui, la prochaine petite sirène sera une chanteuse, évidemment, évidemment. On va l'avoir dans la tête. C'est cette jeune femme à droite, c'est une chanteuse de R&B noire, Hailey Bailey. Oui, c'est inacceptable de bloquer les notes du bac. C'est d'ailleurs presque plus une prise d'otage qu'une tentative de sabotage, parce que la machine du bac, c'est des millions et des millions de copies. Mot otage, Christophe, otage, après le mot sabotage utilisé par le ministre de l'Éducation nationale. Est-ce justifié? Non, ont-ils choisi les bons mots? C'est important le bon mot. Ce sont des mots excessifs. Donc le président de la République est excessif dans ses propos. Même si le résultat est faux, ils n'ont pas pris en compte ce qu'on a réellement fait. Totalement. Inès ne comprend toujours pas. Comment a-t-elle pu obtenir de si mauvaises notes? Les yeux rivés sur son bulletin, elle s'attarde notamment sur les mathématiques. 1 sur 20. Une catastrophe qui lui vaut d'être recalée au baccalauréat. Elle se sent d'autant plus lésée en voyant 80 000 élèves bénéficier d'une rétention de leurs notes. Elle aussi aurait préféré que sa copie se perde dans le tas. Ça me rend malade parce qu'eux, ils ont eu leur bac grâce à ça. Et moi, si j'aurais eu mes notes du contrôle continu, en fait, je ne serais même pas au rattrapage. J'aurais eu mon bac. Donc en fait, ce qu'il faut voir, c'est que le développement de BFM TV, de Next Radio TV, a été permis grâce à de l'argent qui a été injecté depuis les paradis fiscaux, depuis Jersey. Nom du prévenu, Maurice. Signe distinctif, une crête flamboyante. Chef d'inculpation, chante trop fort et dès 6 h le matin. Mes clients n'ont rien contre les animaux et rien contre la ruralité. Mais ils estiment être victimes de nuisances sonores qui n'existaient pas avant et qui leur causent un préjudice. Bon, bah écoutez, bon zapping, Nicolas. Et puis on va commencer par un coup de chapeau à Maurice, le coq, en espérant qu'il puisse continuer à saluer le soleil le plus longtemps possible. Bravo Maurice, continue. Une petite allégorie finalement, un petit peu de... Le coq gaulois, c'est oui, une petite allégorie. Oui, il a de l'allure, ce Maurice, il a de l'allure. Bon, alors, si Maurice a de l'allure, Barbier a été grandiose. Parce qu'il reproche au gouvernement d'avoir tenu les propos qu'il a tenus 24 heures avant. Il est grandiose. Il est totalement roue libre, ce gars-là. C'est pas la crête qui est rouge, c'est l'écharpe qui est rouge. Ah, mais il chante toujours autant, lui. Y a pas de souci, il chante. Ça. On aimerait parfois pouvoir porter plainte contre lui, mais non. Ah, il nous amuse. Il nous amuse. C'est un bon client, Barbier. On l'a quasiment à tous les C'est un bon client pour nous. On lui est reconnaissant.
Alors, ce qui est un peu triste tout de même, c'est que les Danoises commencent à devenir très très bronzées. Puisque on va faire jouer la petite sirène de Copenhague par du comte d'Andersen. Andersen nous dit que c'est une jeune fille à la peau blanche. C'est le cas d'ailleurs généralement chez les Danoises, enfin en tout cas jusqu'à une époque récente. Et là donc en contravention avec l'auteur Andersen, avec ce qu'il avait écrit, on va choisir un personnage noir parce qu'il faut tout noircir, voilà. On a déjà fait ça avec les dieux grecs, pourquoi pas avec les petites sirènes danoises, mais ça finit par être un peu lassant. Ouais, à mon avis, c'est pas fini. Hein. Oui, ça finira mal par contre, peut-être. Puisqu'on est dans les questions de race, parce que les races n'existent pas, mais malgré tout, elles existent quelque part, c'est assez intéressant de voir qu'il y avait pour rentrer à Harvard des quotas de race, le groupe de population, peut-être. Le terme race, effectivement, employé aux États-Unis, il l'est pas en Europe. On lui préfère le terme de population. Voilà. Mais alors, aux États-Unis, on distingue effectivement 4 types de populations. Là, qui sont les populations blanches, les populations asiatiques, les populations hispaniques et les populations afro-américaines. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que pour rentrer à Harvard, à l'épreuve de mathématiques, eh bien, les blancs n'avaient ni bonus ni malus. Les Asiatiques avaient 130 points de malus. Les Hispaniques, 120 ou 130 points de bonus. Et les Afro-Américains, plus de 300 points de bonus. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on prend en compte les statistiques de quotient intellectuel, les statistiques d'intelligence, qui sont évidemment différentes. Selon les Afro-Américains, les Blancs et les Asiatiques, et c'était un peu pour corriger les différences d'intelligence entre populations, ce qui est aussi une manière de les reconnaître. Alors c'est un sujet qui est très dangereux, mais en tout cas, sans parler forcément des différences intellectuelles entre les populations qui peuvent exister, c'est aussi des données tout simplement de l'école d'Harvard qui voyait bien que sans ce système-là, effectivement, il y avait des populations qui réussissaient moins que d'autres. Voilà. Après, on peut le relier, certains peuvent le relier à ces données intellectuelles. C'est pas. Écoutez, moi je le relie, mais je vous laisse défendre un point de vue plus politiquement correct. Ça fait partie de l'équilibre de cette émission. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que la différence de bonus et de malus selon les populations, c'est quelque chose de. Alors effectivement, avec comme conséquence probable, ce qu'a déploré le docteur Alexandre, qui par ailleurs s'intéresse beaucoup à ces questions-là, c'est qu'en supprimant les bonus et les malus, on va avoir beaucoup plus d'étudiants asiatiques à Harvard, beaucoup plus d'étudiants blancs aussi, et on n'aura pratiquement plus d'étudiants afro-américains. Voilà. Alors c'est assez amusant de voir que les États-Unis reviennent sur la discrimination positive au moment où en France, on est en train de vouloir l'installer, le gouvernement Macron est en train de vouloir l'installer pour le recrutement dans les grandes écoles. À Sciences Po notamment. À Sciences Po, bon, c'est pas trop grave. À l'ENA, c'est un peu plus grave. Et peut-être même à Polytechnique, où il faudra remplacer l'épreuve de mathématiques par une épreuve de bonne taux si on veut arriver à de la discrimination positive. Voilà. J'en termine par le premier sujet, qui est la 27e messe de François pour les migrants. Alors BFM, qui s'améliore tous les jours dans la novlangue, nous dit qu'il s'agit de candidats à l'exil. De candidats à l'exil. Non, ce n'est pas des candidats à l'exil, ce sont des clandestins, ce sont des envahisseurs. Ce n'est pas des candidats à l'exil. Voilà. Mais la novlangue fait des progrès tous les jours. Orwell est dépassé. 1984, c'est aujourd'hui et tous les jours. C'est d'autant plus aujourd'hui que Macron est entré en guerre contre la liberté d'expression. La loi Avia a donc été votée en première lecture à l'Assemblée nationale. Le principe, très rapidement, sur chaque publication dans les principaux réseaux sociaux, un bouton de signalement est mis à disposition et les gros réseaux, comme par exemple Facebook ou Twitter, ont l'obligation de censurer ou non, mais en tout cas de décider de supprimer ou non le contenu signalé sous 24 heures et à défaut, ils s'exposent à une amende pouvant aller jusqu'à 4% de leur chiffre d'affaires mondial. C'est énorme. Et donc cette loi a été votée à l'Assemblée nationale.
Et Jean-Yves, c'est une loi qui, forcément, nous inquiète un petit peu. C'est une loi forcément liberticide, parce que le concept de haine n'est pas défini. D'ailleurs, le concept de haine, il est très relatif. Haine, ça veut dire ce qui est politiquement incorrect. Tous ceux qui sont politiquement corrects, qui tiendront des discours violents, ils risquent peu d'avoir des problèmes. D'autant plus que qui adore la dénonciation, qui adore la délation, c'est précisément les minorités ethniques, les minorités religieuses et les minorités gauchistes. Donc il y a un avantage, c'est un avantage pour le délateur. Moi, je ne dénonce jamais, c'est contraire à mes principes. Donc j'ai évidemment un handicap par rapport au camp d'en face qui va passer son temps à dénoncer. Donc c'est une loi absolument odieuse. Honnêtement, la Stasi, la Gestapo, le GPU, on avait rêvé, il suffit d'un bouton pour dénoncer. Vraiment, la GPU, la Gestapo, la Stasi, il l'avait rêvé, Macron le fait. Bravo, bravo. Et ce qui est inquiétant, alors, c'est que c'est inquiétant, évidemment, parce que ça va viser les médias alternatifs, ça va viser les alternatives sur les réseaux sociaux. Ça va d'ailleurs s'étendre, parce qu'au départ, on dit, dans toutes les lois d'exception, on dit, mais attention, ça ne touchera qu'une petite minorité, les très méchants, les très très méchants. Ça va s'étendre progressivement à tout le monde, comme on l'a vu d'ailleurs pour la loi Pleven. On a dit au départ, ce sera des cas rarissimes, etc. Aujourd'hui, on l'applique de manière systématique. Et là, ça va viser effectivement les médias alternatifs, mais y compris, je dirais, la partie la plus indépendante de médias plus officiels. Ça peut toucher le Figaro Vox, ça peut toucher Valeurs Actuelles, ça peut... Voilà, c'est une atteinte faramineuse à la liberté d'expression. Alors cette atteinte à la liberté d'expression, elle fait parler jusqu'à l'international, jusqu'aux États-Unis, puisque aux États-Unis, c'est donc Jonathan Turley, professeur de droit à l'université de George Washington, qui a récemment lancé un vibrant avertissement aux amoureux de la liberté d'expression. Pour lui, la France dirigée par Emmanuel Macron représente une menace mondiale pour cette liberté d'expression. Voici quelques extraits de sa tribune publiée dans le média The Hill et disponible sur Polémia en français. Macron et d'autres en Europe s'apprêtent à imposer unilatéralement le contrôle de la parole sur Internet avec de nouvelles législations en France et en Allemagne. Les Français et les Allemands se sont rendus compte qu'en imposant de lourdes amendes, les grandes entreprises seront forcées de censurer la parole selon des normes mal définies. La triste ironie est de voir la France prendre la tête des pays visant à restreindre la liberté d'expression. Autrefois bastion de la liberté, la France est aujourd'hui devenue l'une des plus grandes menaces mondiales contre la liberté d'expression. Jean-Yves, les propos de Jonathan Turley sont extrêmement forts. Les propos sont extrêmement forts et c'est pas du tout un média mineur, The Hill. C'est un média très important. Sur le plan papier, il y a une diffusion assez faible, 24 000, mais tout autour de la colline du Capitole, c'est-à-dire auprès directement des élites politiques, intellectuelles américaines. Dans la capitale, dans la capitale fédérale. Et puis, si la distribution papier reste modeste, mais uniquement sur un public extrêmement ciblé. En revanche, il y a un très gros impact sur les réseaux sociaux, avec 1 300 000 abonnés sur Facebook et 3 300 000 sur Twitter. Donc c'est un média de très grande influence. C'est un professeur de droit reconnu qui tire la sonnette d'alarme, et à juste titre. Parce que si on regarde cette loi Avia, vous savez, la députée mordeuse, là. Oui, effectivement. Qu'est-ce qu'elle vise? Le contrôle de la parole. Elle aboutit à la privatisation de la justice et à la privatisation de la censure. Elle aboutit à l'absence de contradictoire. Si on vous reproche un propos en justice, vous allez pouvoir vous défendre, vous exposer votre point de vue. Ouais. Le procès, c'est le contradictoire. Il n'y aura pas de contradictoire. Il n'y aura pas de possibilité d'appel. Il y aura une censure immédiate, sous 24 heures. Et dans tout ça, la France apparaît comme un pays leader, liberticide, un pays liberticide leader dans le monde entier. C'est vraiment une honte. La France, c'était, pour beaucoup, le phare de la liberté. Ça devient, c'est l'époque du Tour de France, le maillot jaune de la censure. C'est vraiment, je crois que quand on emploie le mot dictature Macron, qui sera d'ailleurs le thème d'un forum de la dissidence de Polémia le 23 novembre, on a raison, c'est une dictature qui se met en place. La censure, c'est quand même la base de la dictature, avec la propagande. Et alors, puisqu'on parle de propagande, c'est une manière douce de la faire aussi. C'est ce qu'on voit quand on analyse à l'international les retombées médiatiques du traitement de l'affaire française de la loi Avia. On le voit sur deux titres en particulier, puisque certains médias
font un vrai travail journalistique et donc nuancent quand même fortement l'intérêt de cette loi en donnant la parole à des opposants, par exemple le Washington Post, eh bien d'autres sont étonnamment neutres. Je pense par exemple, mais il y en a plein d'autres, Al Jazeera en anglais ou bien encore The Times of India, qui finalement ne prennent aucunement position. Et la raison est toute simple, Jean-Yves, c'est qu'ils sont alimentés à la même source, finalement. L'AFP. Exactement. L'AFP, l'agence française de propagande. Ou l'agence France Presque. Ou France Presque. Mais là, oui, qui relaie tout simplement la parole gouvernementale. Ouais. Ils sont payés pour ça, d'ailleurs. Surtout à l'international. Donc, ils relaient la parole gouvernementale. Donc, c'est une loi formidable. Donc, les journalistes qui ne travaillent pas... Ça reste neutre. Ça glorifie pas la loi. Non, ça glorifie pas la loi, mais ça reste neutre. Mais en tout cas, ce qui est incroyable, c'est que l'AFP ne concerne pas seulement les Français, mais aussi... les étrangers et les médias internationaux. Absolument. Et oui, alors ça reste neutre, oui et non, parce qu'on ne peut pas occulter le fait que c'est une menace pour la liberté d'expression. Voilà. C'est vrai. On peut justifier, on peut dire que c'est nécessaire, peut-être, je ne le crois pas, mais on ne peut pas occulter le fait que c'est une menace gravissime pour la liberté d'expression. Alors, autre élément intéressant, c'est l'opposition politique et le débat en lui-même, puisque c'est un sujet qui a quelque peu été ignoré par les médias, celui de cette opposition politique timide, notamment des députés de droite comme les Républicains ou le Rassemblement National. Alors, TV Liberté ou d'autres l'ont évidemment évoqué, mais peu de médias ont creusé le sujet, et Jean-Yves, on n'en sait pas plus que ça, finalement. Honnêtement, les députés n'ont pas fait le boulot, quoi. Voilà. Les députés n'ont pas fait le boulot. Les Républicains ont voté le texte. Les 3/4 des Républicains ont voté le texte. Encore plus. Il y en a 6 qui se sont opposés. Oui. Honneur à eux. Les députés du Rassemblement National se sont aussi opposés. Honneur à eux. Et les députés non instruits, comme Mme Ménard, par exemple, ou Mme Leroux, se sont aussi opposés. Très bien. Bon, ceci étant, ils ont voté contre. Ça, c'est bien. Mais ils n'ont pas vraiment livré de bataille parlementaire, comme ils auraient dû le faire, s'agissant d'une loi concernant la liberté d'expression. Je crois que le Rassemblement National a déposé 12 amendements qu'il a à peine défendus. Il a défendu en 2 mots, alors qu'il y avait une matière considérable pour le défendre. Et d'ailleurs, la France Insoumise l'a fait. Hein. Et la France Insoumise l'a fait. Et quand la loi Guessot était venue, le Front National, à l'époque, n'avait qu'une députée, Marie-France Tirbois, qui avait déposé une centaine d'amendements et qui avait livré une bataille parlementaire toute seule pendant toute une nuit. Franchement, c'est un peu décevant de ne pas l'avoir fait. Bon, ils ont voté contre. C'est quand même l'essentiel, malgré tout. Voilà. Et bravo quand même aux députés LR qui se sont dissociés du reste du troupeau, parce que je crois qu'on peut parler de troupeau, en votant contre, notamment à Julien Aubert. Là, ça demandait un certain courage, va-t-on dire, donc ça c'est bien. Passons au tweet. Alors, très beau tweet de Logim qui reprend une analyse qui était parue dans l'antipresse de Slobodan Despot
sur l'expérience malheureuse d'une journaliste au New York Times, spécialiste des Balkans, qui fait un article sérieux, documenté sur la question de la Macédoine, et qui, curieusement, voit l'article publié avec un paragraphe rajouté faux. Alors, un paragraphe rajouté qui n'est pas neutre, parce qu'il s'agit de dire du mal de la Russie. Donc, là, ça, la russophobie, c'est une obligation. En employant des termes totalement faux historiquement, en disant que la Russie contrôle les Balkans depuis le début du XXe siècle, ce qui est absolument faux historiquement. Et alors, ce qui est assez drôle, c'est que cet ajout dans l'article, sans que la journaliste soit consultée de quelque manière que ce soit, et juste au-dessus d'un petit pavé où le New York Times précise que ses qualités sont la précision, la crédibilité et l'impartialité. L'impartialité, non, puisque c'est la russophobie, entre autres. La crédibilité, non, parce que c'est faux, et la précision, non, là aussi, puisque on rajoute du faux. Alors, c'est grave quand même parce que le New York Times, c'est un très grand journal. Ah, c'est la référence absolue. C'est la référence absolue. Je crois qu'ils ont plusieurs milliers de journalistes. Donc il y a manière quand même, il y aurait manière à vérifier les informations. Voilà, non, on rajoute de la fausse information. Voilà. Et donc quand le New York Times fait ça, on peut imaginer ce que font tous les autres. Voilà. Alors on nous fait partout un petit cours. Dans tous les journaux, sur finalement, il n'y a pas de grand remplacement. D'ailleurs, les taux de fécondité en France ne sont pas très différents entre les Françaises et les immigrés, puisque les Françaises, c'est 1,8 et les immigrés, c'est 2,6. D'abord, c'est une différence qui est quand même assez sensible, mais ces chiffres biaisent la réalité. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première, c'est que dans le chiffre de fécondité des Françaises, de 1,8, on intègre les immigrés de la deuxième génération, dont le taux de fécondité... Et de la troisième et même de la quatrième. Même de la troisième et de la quatrième, absolument. Donc il y a un biais. Il y a un biais au niveau de la réalité des différentiels de taux de fécondité selon l'origine. Il y a un premier biais là. Il y a un deuxième biais, c'est que dans le 2,6 des immigrés, cette fois... on mélange les immigrés d'origine européenne, il y en a de moins en moins, vous me direz, et les immigrés d'origine extra-européenne. Et donc le chiffre de 2,6 est une moyenne entre un chiffre assez bas et un chiffre assez haut. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins d'immigrés d'origine européenne et de plus en plus d'immigrés d'origine extra-européenne. Vous voyez, il y a deux biais. Et évidemment, tous les médias matraquent cela à partir de chiffres qui sont formellement exacts, mais qui donnent une présentation biaisée de la réalité. C'est même encore pire, parce que Le Monde déclare qu'il n'y a pas de... On ne peut pas faire le lien entre immigrés et le taux de fécondité, alors même que quand on regarde les chiffres qu'il présente, on voit que 12% de la population, c'est-à-dire les personnes d'origine immigrée, égale à 19% des naissances. Donc il y a de toute manière une surreprésentation. Donc même leur analyse est fausse, mais bon, ça c'est le... Effectivement, quand on sait que le New York Times n'est pas au niveau, Le Monde, on n'en parle pas, quoi. Non, les pauvres, on va être charitable. On va être charitable. Tweet tout à fait intéressant. On apprend que l'association qui a organisé l'opération Burkini dans les piscines reçoit 80 000 euros... Dollars, 80 000 $, oui, c'est un peu moins. Oui. 80 000 $. De Soros, voilà, donc la boucle est bouclée, les mondialistes, les immigrationnistes, les islamistes, tout ce petit monde marche ensemble. Alors c'est très facile l'opération. Marche ensemble, oui. On marche ensemble. C'est très facile finalement pour ces gens-là, parce que l'argent, on leur donne, et les médias, ils arrivent. C'est vraiment extrêmement facile de faire leurs opérations de propagande. Hein. Ils ont le vent dans le dos. Hein, oui, là, formidable. Bon, Burkini les porte. Dernier point. Alors, on voit, on profite du passage annoncé de Marion Maréchal à l'université d'été d'Academia Christiania, qui sont des catholiques identitaires, pour faire un petit numéro anticatholique, en disant la messe en latin, mais quelle horreur. Bon, le petit numéro anticatholique, c'est toujours bienvenu dans les médias. Je pense d'ailleurs que les médias, là, en matière, hélas, à se réjouir, puisqu'on vient d'apprendre en entrant dans le studio
la mort de Vincent Lambert, qui a vraiment été voulue par le pouvoir politique et le pouvoir médiatique. Passons au troisième sujet, Taha Bouafs, journaliste ou militant anti-français. Son nom est connu de tous ceux qui suivent ce que les militants de gauche appellent les révoltes populaires. Taha Bouafs est un militant de gauche qui se réclame du journalisme. Et récemment, à la mi-juin, il couvrait une manifestation de travailleurs clandestins à Alfortville lorsqu'il a été placé en garde à vue. Les circonstances de cette interpellation restent floues. Alors, qui est Taha Bouafs ? Eh bien, c'est tout simplement l'une des personnes par qui l'affaire Benalla est arrivée, puisque dans une célèbre vidéo qui est de lui, on voit un homme casqué en train de donner des coups de matraque à 2 manifestants place de la Contrescarpe à Paris. Donc cet homme casqué, c'est Alexandre Benalla. Et à côté de ça, eh bien, Taha Bouafs est l'un des militants gauchistes qui a menti sur la prétendue mort d'un étudiant à Tolbiac, on s'en souvient, embêtant donc pour un soi-disant journaliste, même si à l'époque il ne s'en réclamait pas encore totalement. D'ailleurs, toujours à l'époque de cet énorme bobard de Tolbiac, qui avait notamment été repris par Le Média, eh bien, Taha Bouafs avait été filmé en train d'insulter copieusement les CRS. Lâchez-le, tu me lâches! Non, tu me lâches! Tu me lâches, là! Tu me lâches! Tu me lâches! Vous êtes des grosses merdes, vous êtes! Vous êtes des grosses merdes! Taha Bouafs était également candidat à la France Insoumise en 2017 en Isère. La question qu'on peut se poser, c'est après son mensonge, son militantisme et même ses accès de violence contre la police, Taha Bouafs est-il journaliste ? Début de réponse avec ce soutien de nombreuses sociétés de journalistes et de rédaction dans Libération, qui ont pris position après son arrestation, lui accordant donc le crédit de la fonction de journaliste. Et puis Daniel Schneiderman d'Arrêt sur Image, qui dans Libération toujours considère que Taha Bouafs est également un journaliste. Il est très certainement très pertinent de se demander si Taha Bouafs mérite la carte de presse. Mais pourquoi ne pas s'interroger aussi sur la qualité de journaliste de Christophe Barbier ? Quelques jours plus tôt, l'éditorialiste avait fait son coming out macronien. Les idées pour lesquelles je me suis battu pendant 30 ans sont assez bien représentées par Emmanuel Macron. Jean-Yves, quand on regarde la question de Taha Bouafs, est-ce qu'il est journaliste ou pas ? Il est employé, il est payé comme journaliste. La majorité de ses revenus doivent arriver de son statut, de son emploi de journaliste. Donc il est journaliste. Bon, c'est un journaliste militant, activiste, mais comme beaucoup d'autres. Et évidemment, il est défendu par le troupeau, puisqu'il appartient au troupeau. Il est malgré tout dans le camp du bien, même si c'est un type un peu violent. C'est le camp du bien, c'est le camp du bien. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que vous parliez de ces accès de violence parfois. Eh bien, récemment, on a eu un exemple, puisque le 5 juillet dernier, qui est donc le jour de l'anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, Taha Bouafs publiait une série de tweets glorifiant la résistance des Algériens, notamment de sa famille personnelle, contre la colonisation française. Vive l'Algérie, gloire à nos martyrs, autant de tweets sur la question. Et le journaliste, donc, concluait cette évocation enfiévrée de ses ancêtres ayant combattu la France par un avertissement guerrier. Les petits merdeux du gouvernement qui pensent que ma petite sœur va faire le service national en uniforme et lever le drapeau à 6h du matin avec Marseillaise sous les ordres de vieux militaires racistes, qu'ils fassent gaffe à leur nez. Un propos donc violent qui a été condamné notamment par Zorabitan, membre des Grandes Gueules. Et face à cette réaction de Zorabitan, eh bien, Taha Bouafs, ce journaliste qui est donc soutenu par de nombreuses sociétés de rédaction, a répondu en affirmant que Zorabitan avait un frère criminel, ce qui a priori, selon elle en tout cas, est faux, et en finissant par diffuser à ses suiveurs des informations personnelles, publiques mais personnelles quand même, sur Zorabitan, notamment son adresse. Donc on voit, Jean-Yves, qu'il y a quand même... Pour un journaliste soutenu par l'élite, il y a quand même des Alors, des c'est assez amusant parce que c'est typiquement quelqu'un qui tient des discours haineux quand même. Exactement. Mais qui ne sera jamais censuré. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'il cultive une haine recuite quand même. Parce que la guerre d'Algérie s'est terminée depuis 60 ans. Et donc, revient là-dessus. Alors que dans les pays civilisés, on passe l'éponge sur les conflits. Il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour la paix, il y a un temps pour la réconciliation. Là, c'est pas possible. C'est toujours la haine, toujours la guerre. Alors, c'est quand même étonnant. C'est quelqu'un qui a la nationalité française, mais qui n'est évidemment pas français.
pas français de cœur, il n'est pas français de culture, il n'est pas français de sentiment. Ah bah, c'est peut-être un bon candidat à la remigration, malgré tout. En tout cas, il est déjà candidat au Bobard d'Or, à mon avis, ça c'est clair et net. Hein. Ah bah oui, bah, très bien. Ça sera un bon challenger dans les années à venir, à mon avis. Voilà, on va le suivre. C'est la fin de cette émission. Est-ce que Jean-Yves, vous avez un coup de chapeau? Non, j'ai pas de coup de chapeau, mais peut-être en avez-vous un, Alors j'en ai un, figurez-vous, j'en ai un. C'est un coup de chapeau au youtubeur, mais qui est aussi présent sur Twitter, Sanglier Sympa, c'est un nom sympathique, et qui a réalisé une vidéo sur le scandale d'Evergreen. Evergreen, c'est le nom d'un campus aux États-Unis, une université très ouverte, très à gauche, qui suivait des préceptes égalitaristes au dernier degré, et qui démontre dans une longue vidéo, mais vraiment passionnante et très instructive, et qui doit nous faire un petit peu prendre conscience des risques de dérive sur certaines universités françaises. Cette vidéo nous faisait prendre conscience que le logiciel égalitariste poussé à son paroxysme entraînait tout simplement l'anarchie totale et la faillite éducative, mais aussi la faillite même des élèves, puisqu'il y avait des violences verbal et quasiment physique sur le campus, alors que c'était censé être un campus représentatif du vivre ensemble pacifique. Finalement, ça n'a pas marché. C'est une très belle vidéo. C'est une très belle vidéo. Donc voilà, on mettra le petit lien en description. Et puis, c'est une vidéo à regarder. Donc voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Et Jean-Yves, à la semaine prochaine. Mais non, pas la semaine prochaine, parce que ce n'est pas vous qui êtes... Moi, je suis dans les montagnes, mais vous serez à ma place. Moi, je serai fidèle au poste. Vous serez interrogé par un journaliste de TV Liberté. Voilà. Exactement, ça va être Donc rendez-vous la semaine prochaine avec vous, Nicolas. Parfait. Et moi, je reviens dans 15 jours. Parfait. À la semaine prochaine.